À la une de l'actualité, cette bagarre de lycée qui a fini sous les lacrymogènes. Au François, la police a dû intervenir pour mettre fin à une rixe qui a dégénéré. Une scène plutôt inhabituelle et choquante pour les témoins. Un nouveau décès et des nouvelles mesures. La sécurité routière est plus que jamais au cœur de l'actualité. Le gouvernement a d'ailleurs publié un nouveau décret obligeant notamment les motards à porter le gilet fluo en cas d'arrêt d'urgence. La Martinique mordue de Georges, le crocodile de la Lézarde, baptisé ainsi par les pêcheurs, est toujours recherché. Mais que deviendra-t-il une fois capturé? Nombreux sont ceux qui voudraient le voir préservé et installé aux eaux du Carbet. Enfin, demain aura lieu la deuxième journée territoire de demain au Marigot. Un rendez-vous pour mieux préparer le nord de l'île à un rattrapage numérique notamment. Les projets en cours devraient apporter le très haut débit à cette région où les connexions Internet sont encore bien trop faibles. On en parlera avec notre invité que vous voyez, Lucien Salibert, maire du Morne-Vert et président de la commission TIC, Technologie de l'information et de la communication de Cap-Nord. Ce sera tout à l'heure. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette bagarre qui a nécessité la venue de la police ce matin au François. La scène s'est déroulée au lycée La Jetée. Heureusement, plus de peur que de mal. Aucun blessé n'est à déplorer. Le reportage d'Hélène Renaud. La journée de cours vient à peine de commencer quand la bagarre éclate entre une dizaine de lycéens vers 9 h du matin. La cause de la rixe, un jeune en aurait bousculé un autre. Celui-ci aurait alors tenté de le racketter. Très vite, un groupe d'élèves s'attroupe autour de la dispute. Sur ordre du proviseur, les gendarmes interviennent. J'ai vu les gendarmes plus rouger lacrymo sur les jeunes quand ils ont commencé à se battre parce que les jeunes ne voulaient pas partir avec eux. Et puis ça a giclé partout. La bagarre ne fait pas de blessés et l'usage de gaz lacrymogène est une première. Mais certains parents d'élèves s'inquiètent des règlements de compte entre jeunes devenus trop fréquents. C'est insupportable. J'ai une grande fille de 18 ans et un fils de 16 ans au lycée ici. Il y en a tout le temps. C'est assez fréquent. Il faut que ça s'arrête. L'établissement mise sur la prévention et organise régulièrement des fouilles pour contrôler la présence éventuelle d'armes. Une enquête ouverte par la gendarmerie est en cours pour déterminer les causes exactes de cette bagarre. Bilan bien plus grave en revanche pour ce nouvel accident de la route. Vers 1 h ce matin, une jeune femme de 24 ans a perdu la vie à Sainte-Luce, portant ainsi à 11 le nombre de décès sur nos routes depuis le 1er janvier. Des accidents mortels qui concernent pour la plupart des motards. Et ce sont justement les deux roues qui sont visées par le nouveau décret paru hier au journal officiel. Dès le 1er janvier 2016, les cyclomotoristes devront porter les gilets jaunes en cas d'arrêt d'urgence. Et ce n'est pas tout. Bernard Cazeneuve a lancé ce matin son plan de prévention routière qui prévoit notamment d'abaisser de 10 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines routes nationales. Anaïs Gall avec Élodie Toto. C'était hier soir. Sur la route nationale menant à Sainte-Luce, une jeune femme perdait la vie, portant à 11 le nombre de tués sur les routes de Martinique. Pour que cela ne se reproduise plus, ce matin, le gouvernement annonçait que les routes de ce type seraient prochainement limitées à 80 km/h. Selon moi, c'est encore une façon pour l'État de nous ponctionner un peu plus. C'est vrai que ici, ça craint quand même aussi parce que il y en a certains qui roulent très vite et qui sont vraiment pas prudents. On a de telles habitudes que on risque d'avoir beaucoup de personnes qui auront du mal à baisser de 10 km leur vitesse de conduite. Une initiative qui, a priori, ne serait pas efficace. Pour ce gérant d'auto-école, le problème est ailleurs. Et si on avait peut-être abaissé la vitesse, peut-être que ça ne changerait pas grand-chose. Tout dépend avec la vitesse que l'autre arrive. Moi, si à cet endroit il y avait un terre-plein central, il n'y aurait pas eu de problème. Autre mesure à noter, dès l'année prochaine, les motards devront porter un gilet jaune en cas d'arrêt d'urgence. Esthétiquement, c'est pas beau à voir. Mais bon, être bien vu sur la route, je pense que c'est une bonne chose. Cela fait maintenant 1 an que ce magasin d'articles de moto vend des gilets jaunes. Ça se portera soit sur le blouson qu'on porte déjà en tant que motard par rapport aux règles de sécurité. On a de plus en plus de personnes qui demandent justement à être vues et qui font le maximum de choses pour pouvoir être vues. Malheureusement, cet accessoire n'est pas toujours pratique et peu efficace si on ne le porte qu'à l'arrêt. Ça ne tient pas la route, car si les deux roues mettent le gilet à l'arrêt, des fois ils sont déjà morts. Donc ça ne va pas. Donc il faudrait que pour que ça soit intéressant et productif et sécurisant, il faudrait qu'il soit tout le temps sur le passager. Pour quelqu'un qui doit avoir par exemple un gilet
sous la selle, ça risque d'être difficile en tout cas à transporter. Donc vaut mieux qu'on l'ait sur soi, comme ça c'est beaucoup plus facile et au moins on est vu tout de suite si on est en panne. Seulement, aujourd'hui, sur les routes de Martinique, il est encore fréquent d'observer des motards sans casque. Pas sûr donc que le gilet jaune trouve preneur. Et notez cet autre accident cet après-midi, en bref, vers 14h30 au Marigot, près de la station-service. Un homme de 23 ans a chuté sans casque, justement, à bord d'un 2-roues. Inconscient à l'arrivée des secours, ce jeune Samaritain a été héliporté vers l'hôpital de Fort-de-France. Parlons maintenant économie avec cette réunion houleuse ce matin à la Chambre régionale de commerce et d'industrie entre le syndicat indépendant des marins-pêcheurs et la Caisse régionale du Crédit maritime mutuel outre-mer, en cause des incertitudes concernant l'avenir du fonds de garantie du Crédit maritime qui sert de caution lors de l'achat d'une maison ou d'un bateau. Autre question, que va-t-il advenir des 2 bâtiments au Marin et à Fort-de-France construits par le Crédit maritime alors que la banque devrait disparaître dans un projet de fusion avec la BRED? Autant de questions pour lesquelles le syndicat exige des réponses. Écoutez la présidente du syndicat indépendant des marins-pêcheurs et le directeur de la Caisse régionale du Crédit maritime mutuel d'outre-mer. Ils répondent à Vulana Razafi Manansoa. Je veux avoir les informations du projet de fusion du Crédit maritime outre-mer avec la BRED. Parce que je suis un être humain, comme vous. J'ai ma sensibilité, mais quand on se fout pas mal de ma gueule, j'ai le droit de monter au créneau. C'est mon droit de le dire. Alors aujourd'hui, je veux des informations pour savoir que devient notre bâtiment, que devient le fonds de garantie et que devient la structure que vous allez créer. Concernant le Crédit maritime, un des premiers axes qui a été mis en avant, c'est la conservation de l'emploi. Et sur ce sujet, des garanties ont été données, et même les syndicats du Crédit maritime ont validé un accord social dans le cadre de cette fusion éventuelle. L'accès des professionnels à une banque sera privilégié. Et le syndicat a finalement convenu d'un rendez-vous très prochainement avec la directrice de la BRED Martinique. Le chiffre du jour, en bref, 51 406 tonnes de denrées. C'est ce qu'a collecté la Banque alimentaire les 9 et 10 mai dernier, ce week-end. Un week-end d'appel aux dons régional qui n'a pas atteint les 70 000 tonnes souhaitées. Mais la Banque alimentaire a tout de même fait parvenir ses remerciements à tous ceux qui ont donné et participé. La prochaine collecte sera nationale. Elle aura lieu en novembre. Les pêcheurs, puisqu'on en parlait à l'instant, les pêcheurs l'ont baptisé Georges et la Martinique semble s'être prise d'affection pour le crocodile de la Lézarde. Alors que les recherches se poursuivent pour le capturer, de plus en plus de monde s'inquiète du sort qui lui sera réservé une fois retrouvé. Certains écologistes s'accordent à dire qu'il faut préserver l'animal et l'idée d'un placement aux eaux du Carbet séduit de plus en plus la population. Reste à convaincre la préfecture qui sera au final seule décisionnaire. Anaïs Gall, Elodie Toto. Touche pas à mon croco, voilà un appel qui fait sensation sur Twitter. Quelques jours maintenant que le crocodile de la Lézarde est recherché par les autorités et de nombreux internautes s'inquiètent à son sujet. Et pour preuve, sur Facebook, le groupe Sauvons Croquis, le crocodile de la Martinique, a déjà plus de 3000 fans. Pour les riverains, les avis sont unanimes. Si le crocodile n'est pas une menace, il mérite d'être épargné. Ça me fait un peu de peine que le crocodile meure parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il est là et je vois pas pourquoi il faut le tuer. C'est pas vraiment dangereux, je pense, puisque ça fait quand même pas mal de temps que cet animal-là s'est vu en Martinique et il n'a jamais ni attaqué, ni blessé qui que ce soit. Je suis pour la préservation des animaux, d'autant plus que c'est une bête assez rare en Martinique. Donc je pense qu'il faudrait mieux le capturer et le placer dans un zoo. S'il est capturé, qu'on le garde justement pour le mettre dans un parc, au zoo du Carbet par exemple. Pour les écologistes, le grand reptile est une richesse pour la Martinique et un excellent sujet d'étude pour les scientifiques. Comment s'est-il retrouvé là et surtout comment a-t-il pu survivre dans cet écosystème qui n'est pas le sien? Autant de raisons qui justifient de s'opposer à sa mise à mort. On ne tue pas impunément un être vivant et surtout un crocodile, espèce rare sur nos cieux en Martinique. Si depuis 15 ans il est là, il n'a pas perturbé trop de façon outrageuse son environnement, je crois qu'il serait mieux
de le laisser là, mais quand même d'être vigilant quand même. Hein. Si le crocodile est repéré, ce sera à la préfecture de décider s'il sera abattu ou capturé. Si cette option est retenue, le zoo du Carbet se porte déjà volontaire pour accueillir l'animal. Il faudrait qu'on envisage qu'il ait son enclos. Comme c'est une bête qui a quand même une certaine taille, donc que son enclos corresponde à son gabarit. Et puis après, tout ce qu'il faut pour qu'un crocodile soit heureux. Et le crocodile ne serait pas le seul représentant de sa famille, puisque depuis peu, 5 caïmans occupent déjà l'un des enclos du zoo. Pas sûr toutefois que ce petit monde s'entende. Les caïmans doivent être des lointains descendants des crocodiles, mais même si ils se ressemblent, c'est pas du tout le même animal, donc on ne pourrait pas envisager de les mettre ensemble. Crocodile du Nil ou morlaix, pour l'heure, les experts n'ont pas encore déterminé son espèce. Et les réseaux sociaux ont largement mobilisé les Martiniquais, mais il y a une zone où il est plus compliqué de suivre ce genre de pétition, et bien c'est dans le nord de l'île. Et pour cause, la connexion Internet y est bien moins développée, une fracture numérique qui pénalise les habitants et que Cap Nord entend corriger. Demain aura lieu la 2e journée territoire de demain organisée par la collectivité. On en parle avec notre invité Lucien Salibert. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes bien sûr le maire du Morne-Vert, mais vous êtes également président de la commission TIC, Technologie de l'information et de la communication à Cap Nord. À quoi elle va servir cette journée demain? Alors cette journée, c'est la 2e journée du territoire de demain que nous organisons mardi 12. Il faut savoir que la première avait eu lieu en mars 2010 et que nous avons été labellisés par la Fondation et par l'UNESCO au travers des différents projets que nous avons présenté à cette époque. Il s'agissait par exemple, amener le haut débit par satellite. Bon, il s'agissait aussi de faire les entrepreneurs laisser tomber le papier et de dématérialiser tout ce qu'ils pouvaient avoir comme procédure. Ça a fonctionné ? Oui, entre les entreprises et puis la sécurité sociale, les administrations. Et puis, il s'agissait aussi de présenter 2 dossiers, un sous les pépinières d'entreprise. J'imagine que vous en avez entendu parler, et qui ont été interconnectés. Il y en a une au Carbet, une au Robert, une au Lorrain. Et puis aussi le réseau des bibliothèques que nous avons voulu, les 16 bibliothèques des 18 communes, nous avons voulu les interconnecter. On a été donc labellisés. Cap Nord a voulu montrer et a reçu aussi l'aval de cette fondation Territoire de demain, parce que Cap Nord est considéré aujourd'hui comme un territoire ambitieux qui fait tout pour attirer les touristes, attirer la population. Et Cap Nord veut miser sur les TIC et l'innovation pour justement accroître son développement. Alors justement, juste avant ce rendez-vous, Julien Goudichaud est allé à la rencontre des habitants du territoire Nord, une population qui a du mal à réaliser ses démarches administratives, notamment via ordinateur. On va le voir dans un instant. Je vous propose d'ailleurs de voir comment ils s'en sortent et on en discute juste après. Pas évident de se connecter à Internet au Marigot. La petite commune du Nord Atlantique souffre d'une mauvaise connexion. Pour les habitants, payer un abonnement pour un débit de 20 mégas et en recevoir 15, ça agace. J'ai eu l'occasion d'essayer de regarder une vidéo en streaming. Là, ça ramait pas mal. Ça coupe en alternance. Par intermittence, ça coupe. Et c'est quand même emmerdant, surtout quand on travaille, où on veut faire ses déclarations, on veut faire des petites choses courantes, parce que maintenant, tout sera connecté. À la cyberbase du Marigot, ce sont 20 à 30 usagers qui viennent se connecter tous les jours. Souvent pour effectuer des démarches administratives en ligne, impossible à réaliser à la maison faute d'un débit suffisant. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, donc tout ce qui est les aides pour les impôts, la CAF, le CRCSU, maintenant les attestations de la Sécu se font en ligne, donc c'est plutôt pour l'aide pour ces produits-là. Ces personnes ont besoin d'Internet socialement. Justement, les autorités entendent prendre le problème à bras-le-corps. C'est ici qu'aura lieu ce mardi la journée Territoire de demain, censée promouvoir le service numérique dans le Nord. La fibre optique est bien disponible sur le territoire, mais pour l'instant elle n'est pas exploitée. Infrastructures et services techniques sont eux aussi pénalisés. Je sais que le réseau a été câblé depuis quelques années et pourtant ça n'est toujours pas commercialisé, au moins pour les collectivités territoriales. On devrait avoir la possibilité d'avoir la même qualité de service sur Fort-de-France comme sur tout le reste de la Martinique. Des visioconférences sont prévues demain et l'événement doit être retransmis en streaming. Mais comble de l'ironie, à la veille du jour J, les organisateurs peinent encore à se connecter. C'est ça qu'on va utiliser, on va envoyer de la vidéo pour le streaming. Et là, on est à peine à 1 méga, on n'est pas à 1 méga. Donc, pour demain, ça va être compliqué. Les usagers devront se montrer patients. Selon les responsables de Cap Nord, la fibre optique devrait être accessible dans toutes les communes du Nord d'ici 5 ans. Coût de l'investissement, 6,5 millions d'euros.
Bon alors, vos équipes n'ont pas l'air très rassurées quant à la connexion de demain au Marigot. Pourquoi le Nord a-t-il pris autant de retard sur les TIC par rapport au reste de la Martinique? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, ce constat a été fait, effectivement. C'est pour ça que la région Martinique et Cap-Nord ont décidé de mettre l'accent sur le déploiement de la fibre optique dans tout le Nord. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un projet qui coûte énormément, il faut le savoir. Aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que c'est plus de 6,7 millions que ça va coûter à Cap-Nord pour pouvoir amener cette fibre optique dans les foyers. Et Cap-Nord a acté cet investissement. Aujourd'hui, Cap-Nord prendra 80% à sa charge de cet investissement et laissera le reste au niveau des communes. Dans ces 6,7 millions sur 7 ans, bon, je ne vous dis pas que ça se fera demain, mais l'horizon pour nous, l'horizon limite, la deadline pour nous, ça va être 2020. Mais entre-temps, nous allons travailler à ce que cette fibre optique puisse arriver au niveau des foyers. Ça, c'est nécessaire pour le développement. Mais comment on explique qu'il y ait eu ce retard du territoire nord par rapport au reste de la Martinique? Eh bien, vous savez, évidemment, vous savez, c'est beaucoup plus facile de rayonner sur une zone comme Fort-de-France. C'est beaucoup plus facile que sur une zone, une zone comme le Nord, où il y a eu beaucoup de zones blanches, etc. Il n'y en a plus des zones blanches aujourd'hui? Disons qu'à 99%, le territoire nord sera couvert. Bon, il y aura encore quelques petites zones, je sais, à Tartane, de mémoire, Tartane aussi, du côté de la Médaille. Mais enfin, à 99%, ce sera couvert. Et je peux vous dire que c'est vraiment un investissement important parce que pour une communauté, aujourd'hui, investir 6,7 millions sur 7 ans, à raison environ de 842 millions d'euros, 842 000 euros par an, je peux vous dire que c'est très lourd. C'est très lourd. La région avait annoncé en 2013 que fin 2014, il n'y aurait plus de zones blanches du tout en Martinique. C'est des zones bien sûr sans Internet et que d'ici 2022, on aurait tous le très haut débit. Budget total 220 millions d'euros pour toute la Martinique. 2022, c'est dans 7 ans. C'est au terme donc, de votre budget de 6 millions d'euros, de 6,7 millions. C'est demain en fait. Oui, mais c'est pour ça. Prêt, on arrivera à tenir ce délai-là? Bon, je le crois, enfin, je l'espère aussi. Et puis de toute façon, nous mettons tout là-dessus. Vous savez qu'un territoire non couvert, un territoire non informatisé, un territoire où les TIC, qui veut utiliser les TIC comme outil de développement, doit de toute façon être couvert par la fibre optique. Alors, ceci dit, nous voulons aussi attirer, en plus de la fibre optique, nous voulons attirer, de la journée de mardi, nous voulons attirer les investisseurs, nous voulons attirer les touristes. Nous voulons que demain, que les gens qui seront présents à notre manifestation puissent voir et puissent utiliser toutes les innovations que nous mettrons à leur disposition pour retenir les gens sur place et pour développer notre communauté d'agglomération. Et ce sera demain au Marigot. Merci beaucoup. Et ce sera demain au Marigot. Alors, nous espérons que beaucoup de gens viendront nous voir et que surtout ceux qui sont invités demain seront notre caisse de résonance et nos promoteurs auprès de la population de la Martinique. Merci Lucien Salibert. C'est moi qui vous remercie. Je vous invite à venir nous voir demain aussi au Marigot. On fera de notre mieux. Merci beaucoup. Voilà. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira voir comment les bacheliers passent leurs épreuves sportives. Certains ont opté pour du tennis en option facultative et ont déjà commencé à passer leur bac. On verra ça tout à l'heure. Et puis on ira ensuite à Fort-de-France découvrir le nouveau service de véhicules électriques installé à Fort-de-France. Donc un dispositif inauguré en grande pompe aujourd'hui par le groupe Bolloré. Mais avant, nous sommes lundi. Ce soir, Pays Moins Jeudi revient avec un panel de coups de pouce pour les artistes. Vivre de ses créations n'a rien de facile, surtout dans un espace insulaire. Pour aider ceux qui ont choisi une carrière artistique, il existe donc une aide à la création. Ils peuvent également prétendre à un dispositif d'aide d'urgence mis en place par la région qui permet à ceux qui n'ont plus les moyens de vivre décemment de percevoir au maximum 10 000 euros par an. Tout cela sera détaillé à 20h dans Pays Moins Jeudi avec Sabrina Doré. Voilà ce qui vous attend. Artiste reconnu et adulé par tous il y a quelques années, aujourd'hui, Gisèle Baka vit seulement avec 700 euros par mois. L'adage « la vie artiste raide » est bien illustré dans son cas. Pour pallier ce genre de situation, la région a mis en place un dispositif d'aide exceptionnelle aux artistes en situation précaire. Objectif, couvrir les besoins de première nécessité ou les frais imprévus. Dans le cas de celle que tout le monde appelle Tati Gizou, c'est surtout une question de solidarité. Et tu sais, avec 700 euros par mois, on va pas loin, hein? Alors, en crève, tu peux tes loyers, tu peux la pharmacie, un tas de choses, tout ce qu'on peut payer, tout ce qu'on doit payer. Et puis surtout qu'on est surtout très seul. Quand tu as de l'argent, tu peux inviter des amis. Et
Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'amuser à aller partout parce que ce serait une espèce de viveuse, de mendiante. Alors tu t'amuses à aller partout chez les autres, tu vas à les invitations des autres et tu ne peux pas inviter. Alors comme ça, tu ne sors plus. Les gens te disent, mais Tati, où tu passais, personne ne te voit. Tu ne peux pas aller tout le temps chez les autres et ne pas inviter les autres chez toi. C'est pas possible. Alors tu restes chez toi, dans ton trou. Voilà, ce sera donc juste après la tranche info à 20h, Payez-moi jeudi avec Sabrina Doré. L'heure du sport a sonné. 2 jours chargés en actualité viennent de s'écouler. Il y a eu bien sûr la victoire du Rayon dans le tournoi anti-Guyane de volleyball masculin. En handball, la défaite de l'AS Morne-des-Ès chez les femmes a surpris tous les spectateurs des demi-finales allées de la poule des As. Du côté des parquets, le Golden Star a été sacré champion. Et sur la route, Charles-Denis Ramanic a remporté la 2e course de côte de moto de la saison. Retour sur un week-end de sport intense avec Caril Chassol, Guy-Raphaël René, Marc-Olivier Dream et Michelet François. Hier après-midi au Gros Morne, Charles-Denis Ramanic s'est montré le plus rapide lors de la 2e course de côte moto de la saison. Il remporte ce Grand Prix Saint-Pierre Location en 55 secondes et 42 centièmes devant Grégory François et Stéphane Louiset. En sport collectif, le temps fort, c'était en volleyball, le tournoi Antilles-Guyane. Et chez les hommes, 10 ans après, le Rayon est sacré champion Antilles-Guyane. En finale, les Ansois ont battu les Guadeloupéens de l'US Goyave 3-7-1. Chez les filles, le représentant de l'île-Sœur a eu davantage de réussite. L'US Goyave est sacrée championne Antilles-Guyane. Week-end de sacre également en basket pour le Golden Star. Les Étoiles d'Or ont battu en 4 matchs le champion en titre, l'USAC. Les protégés de Souchette ainsi que la Gauloise chez les femmes seront nos représentants lors du championnat Antilles-Guyane qui se déroulera en Martinique à compter de jeudi. En handball, on jouait ce week-end les demi-finales allées de la poule des As. Chez les femmes, la surprise est venue de la défaite de l'AS Morne-des-Ès battue par l'USC Citron 30-26. Dans l'autre demi-finale, la logique a été respectée. Le réveil sportif a pris le meilleur sur l'Arsenal. Au masculin également, pas de surprise, Sainte-Anne-Cap-110 et l'Étoile de Gondo ont pris une bonne option sur une place en finale en attendant les demi-finales retour prévues le week-end prochain. En football, la 24e journée du championnat de DH a été marquée par la victoire de prestige du club franciscain 1-0 aux dépens du Golden Lion. Toujours en haut de tableau, le club colonial, l'Aiglon et le RC Rivière-Pilote se sont imposés. A noter également, en bas de tableau, la défaite de l'US Robert qui met en difficulté cette formation dans la lutte pour le maintien. Au classement, pas de changement en haut de tableau. En bas, à 2 journées de la fin, l'US Robert a 4 points de retard sur le premier non relégable, l'US Marinoise. Et le sport, c'est aussi une épreuve au baccalauréat. Certains élèves ont d'ailleurs déjà commencé à passer leurs options facultatives. Parmi celles-ci, le tennis. Les épreuves féminines ont eu lieu ces dernières semaines à la Ligue de tennis au Lamentin. Anaïs Gall et Isabelle Ferrière sont allées voir comment se passent ces épreuves loin des salles de classe. Ne vous fiez pas aux apparences, ces jeunes ne tapent pas seulement la balle, ce set-là est important, il compte pour le baccalauréat. Les examens de l'option tennis du bac se sont déroulés cette semaine. Après les garçons, c'est cette fois au tour des filles. À la Ligue de tennis du Lamentin, une quinzaine d'entre elles s'affrontent en match simple. Les meilleures espèrent obtenir une mention, mais apprécient aussi l'expérience sportive. Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles filles, ce qui est rare au tennis parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui font des tournois. Et c'est intéressant parce que le tennis, c'est toujours le déplacement de soi, toujours se battre jusqu'à la fin. Et ça représente un peu l'école de la vie. Au même titre que le foot, le judo ou encore la danse traditionnelle, le tennis fait partie des options facultatives. À la différence des options obligatoires, il s'agit d'un contrôle ponctuel. L'examen est donc ouvert aux élèves de tout niveau. Les élèves s'engagent avec une connaissance de l'activité qui est parfois importante et parfois légère. Mais en tous les cas, on offre la possibilité aux élèves de passer des options liées à l'éducation physique et sportive, même si celle-ci n'est pas enseignée dans leur lycée au contrôle en cours de formation. Donc tout le monde a le droit de se présenter à l'épreuve. Pour juger les matchs, une vingtaine de professeurs ont fait office de jury. L'essentiel de la note repose sur la prestation sportive, mais 4 points peuvent être attribués à l'issue d'un entretien oral. L'entretien évolue plus vers la culture générale tennistique du candidat. Donc on part de ce qui s'est fait sur le terrain vers tout ce qui concerne la technique, la tactique, les règlements, jusqu'aux surfaces de jeu. Donc là, on est sur quelque chose de plus général. Pour cette option, seules les notes supérieures à la moyenne seront prises en compte. Au total, ils sont une 60aine à avoir saisi l'opportunité. Un peu moins que les années précédentes, le niveau en revanche reste inchangé.
Allez, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Fort-de-France avec un transport 100% électrique. Au lendemain du sommet sur le climat, c'est le service que propose l'espace Blue Solutions, des véhicules autonomes qui ne fonctionnent qu'à l'énergie solaire. Ce matin, le groupe Bolloré, qui a déjà créé l'Autolib à Paris, les a officiellement présentés à Fort-de-France. Donc, dans quelques jours, le parc installé dans un coin de la savane sera en service pour 1 an. Un test alimenté par un champ de panneaux photovoltaïques couplé à des batteries et des bornes de recharge. Tout un dispositif qu'est allé découvrir Loïc Régis avec Giovanni Perazzi. Un nouveau bus urbain d'une capacité de 22 places, une autonomie de 120 km, soit une journée entière d'exploitation. Ces véhicules sont équipés d'une batterie embarquée. Jean-Marc est l'un des chauffeurs des 2 Blue Bus qui sillonneront dès le mois de juin les rues de la capitale. C'est automatique, quoi. On n'a que deux trucs à faire, c'est accélérer et freiner, quoi. Par rapport à la circulation et puis la ville commence à encombrer, alors c'est adapté, quoi. Un dispositif gratuit qui sera à l'essai durant 1 an dans les rues de Fort-de-France. Premiers bénéficiaires, ceux qui souhaitent effectuer des déplacements courts à l'intérieur du centre-ville, les particuliers, agents administratifs ou encore des entreprises. Ce type de dispositif est de mon point de vue une réponse à la problématique de stationnement, une réponse également à la problématique de circulation automobile dans le centre-ville. Ça se veut un complément au TCSP et au réseau de transport public d'une façon générale. On valide à la fois un modèle de transport et un modèle technologique en matière d'énergie et d'énergie solaire. L'espace Blue Solutions est totalement autonome en énergie. 360 mètres carrés de panneaux photovoltaïques captent les rayons du soleil pour les diriger vers des batteries d'un nouveau type. Notre originalité n'est pas dans les panneaux solaires, dans les éoliennes, dans tout autre système qui produit des énergies intermittentes, mais dans cette batterie qui permet de les stocker lorsque l'énergie est produite et de l'utiliser lorsqu'on en a besoin. Le dispositif a fait ses preuves dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris. Ces bus ont déjà été utilisés pour la visite de François Hollande. Demain, une journée porte ouverte est prévue à destination du public. Attention, travaux ce soir, de 21h à minuit. Ce soir, le viaduc de Dillon sur la Rocade sera fermé le temps de l'entretien de la route. Des déviations seront mises en place, bien sûr. Veillez surtout à bien respecter la signalisation. À noter également cette fermeture exceptionnelle demain des accueils retraites de la sécurité sociale, qu'ils soient physiques ou téléphoniques, avec ou sans rendez-vous. Ils seront tous fermés à Trinité, à Rivière-Salée, à l'Étang-Abricot, à Fort-de-France et à Place d'Armes, au Lamentin. Enfin, refermons cette page pratique avec un œil sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de l'Agence régionale de santé à l'Étang-Abricot de 8h à 13h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard à Fort-de-France de 9h à 16h comme tous les jours. On termine avec un tour dans l'atelier de Lucien Louis-Marie. Ce pilotin du Sud est un artisan pour qui le bois n'a plus de secret. Il réalise de nombreux sujets qu'il expose lors des foires, notamment dans sa commune, Rivière-Pilote. Hubert Bornil et Michelet François sont allés le rencontrer dans son antre. Regardez. À l'ombre d'un bungalow, non loin de la petite rivière Pilote, au quartier en Mayol, précisément, à Rivière-Pilote, un artiste façonne ses objets en bambou, en bois. Il crée pas mal de sujets très intéressants que le public prend plaisir à découvrir justement lors de la grande foire de Rivière-Pilote. Nous allons découvrir Lucien Louis-Marie. Ce qui est fort appréciable dans l'activité, c'est avant tout la liberté qu'elle offre à ceux ou celles qui ont choisi cette voie. De ce point de vue-là, Lucien Louis-Marie n'a pas à se plaindre. Depuis plusieurs années, il évolue selon son rythme et trouve l'inspiration dans ce petit coin du quartier Mayol, à 2 pas de la maison familiale. Personne ne parle pour mon travail, bon, vous savez, là, on a l'idée du créatif, bon, pas de problème. Tout seul. Ses œuvres sont nombreuses et variées. Là, en ce moment, il se lance dans la confection d'un sac à main. Ça me prend beaucoup de temps pour faire ça. Il faut compter 1 mois de travail. En général, tout ça m'a fait, c'est plus précision parce que après, on ne peut pas vivre en arrière, quoi. Il faut repérer les marques, tracer,
ensuite sciée. On va couper, on va la vider et puis après on va faire le montage. La suite du travail se déroule dans l'atelier. Pendant que Lucien œuvre, justement, nous nous arrêtons un instant sur ses réalisations. On nous travaille ensemble, on nous lutte ensemble, on nous compte ensemble. Devant mon Dieu, nous tous cassons. La base, c'est le bois tropical de chez nous. Bois mahogany, poirier, acajou. Et puis, calebasse, bambou, coco. Alors, le produit fini, le sac en calebasse, cuir, tissu africain. Et puis, le poignet en bois de mahogany. L'essentiel à retenir, c'est que c'est un artiste plein de sensibilité, passionné par son art et qui risque encore de vous surprendre. Assez rare pour le souligner, le livre d'or signé Lucien Louis-Marie. Eh oui, le talent de l'artiste va jusque-là. On prend plaisir en tout cas en compagnie de cet homme. Si vous voulez le découvrir, voir ses œuvres, c'est en Mayol, Rivière-Pilote. Allez, permettez un petit mot, Lucien. Merci beaucoup Hubert pour cette belle découverte. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.